Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Amin El-Khatmi, auteur de ce nouveau livre, Cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. Bonjour Amin El-Khatmi. Bonjour. Alors Amin El-Khatmi, votre livre, je l'ai lu, il se lit avec plaisir, il se lit effectivement comme une espèce de pamphlet où vous racontez effectivement comment vous avez souffert sous l'occupation macroniste alors que vous espériez la libération. Vous avez connu d'autres choses et puis vous ne parlez pas que de ça, vous parlez de la gauche, de la droite, de Mélenchon, de Le Pen et d'où on en est aujourd'hui. Et effectivement, on peut se dire que c'est aussi une des nombreuses chroniques, mais à votre sens, parce que vous savez, je rappelle que vous étiez président de Printemps républicain, que vous aviez fondé avec Laurent Bouvet et Gilles Clavreul, c'est bien cela. Et vous racontez un peu ce qui s'est passé, et on a l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui, effectivement, parmi les livres qui paraissent sur cette, décomposition française, ou effectivement, déception, vous parlez de cynisme, c'est le titre de votre livre, dérive et trahison, et le sous-titre, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du Rassemblement national. Alors, d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas été, j'allais dire cocu, non, Amin El-Khatmi, est-ce que vous n'avez pas été naïf quand vous pensiez que Mélenchon allait être l'horizon indépassable de la France de gauche et de cette France que vous représentez, et je sais que vous êtes très sincère dans vos convictions. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a fait croire, très franchement, en 2022, je ne parle pas de 2017, mais vous aviez déjà 5 ans de macronisme, qui quand même donné le temps à voir ce qui se passait. Je ne dis pas que c'est négatif ou positif, je constate. Et je me dis, pour quelqu'un comme vous et vos amis, vous avez dit non, et non seulement ça, parce que vous briguiez des postes pour les législatives qui allaient suivre évidemment les présidentielles. Et je me dis alors quoi, c'était oui, on veut des députés, on veut être député, c'était de l'ambition, c'était quoi? Racontez-nous. C'est plusieurs choses. La question que vous posez, c'est la question qui est au cœur de la première partie du livre. Et je l'écris d'ailleurs. Je dis, je sais bien ce que sont les zigzags d'Emmanuel Macron, ce que sont ses revirements, ce qu'est son inconstance, ce fameux grand discours sur la laïcité qu'il n'a d'ailleurs jamais prononcé. Et en même temps, si je puis me permettre, comme dit Emmanuel, oui. Et en même temps, il a posé des actes. Et je cite notamment la loi contre le séparatisme. On peut considérer que ça n'allait pas assez loin, qu'il y avait telle disposition qui manquait, etc. Mais il y avait dans cette loi que nous avions réclamé au quinquennat précédent, qui était celui de nos camarades, comme on dit, et que nous n'avions pas obtenu. On va en parler. Il y avait dans cette loi contre le séparatisme un certain nombre de mesures que nous on réclamait depuis des années. Il y a eu le discours des Mureaux. Il y a eu, et je l'écris dans le livre, nous avons eu à un moment, et vous avez utilisé le mot naïf, c'est le bon mot, on a sans doute fait preuve d'un peu de naïveté. Mais il y a eu, dans la sphère laïque, parce que, pardon André Berkov, mais il ne s'agissait pas que du Printemps républicain, il s'agissait de Jean-Pierre Chevènement, dont on ne peut pas dire, à l'âge qu'il a, qu'il était en quête de strapontin à l'Assemblée nationale. Il y avait Zineb El Razoui, non, mais je crois... pas pour lui, mais pour ses partisans. Oui, mais si vous voulez, la sphère laïque de gauche, au sens large du terme, Zineb El Razoui, Rachel Kahn, Jean-Pierre Chevènement, nous-mêmes, nous avons à un moment fait preuve d'une forme de pragmatisme. Nous avons regardé la gauche et nous avons vu qu'elle était en train de se jeter dans les bras de Mélenchon, qui après 40 ans à défendre l'universalisme est devenu le lécheur de babouche des islamistes, et nous avons vu un président qui semblait en 2022 sans doute un peu plus enclin à venir sur nos positions qu'il ne l'était en 2017. Je rappelle, on l'a oublié maintenant, Il a permis la dissolution de l'Observatoire de la laïcité, que nous avions réclamé à corps et à cri à François Hollande. L'Observatoire de Jean-Louis Bianco, notamment. De l'inénarrable Bianco, et de son porte-serviette Nicolas Cadenne. Lorsque nous avions demandé à François Hollande la dissolution, en guise de réponse, nous avons eu une confirmation de Jean-Louis Bianco. Emmanuel Macron a laissé dissoudre.
Alors c'est vrai qu'on arrive là, on est début 2022, on se dit Mélenchon est en train d'envoyer la gauche au mur, on a ce président qui manifestement est en train de venir sur nos positions. Et oui, pardon, c'est pas à vous, avec votre expérience, André Berkoff, que je vais dire ça. La politique, c'est des convictions, et c'est aussi le fait d'avoir des représentants. Et donc, je me suis naïvement dit, envoyer une dizaine de députés à l'Assemblée pour incarner une gauche laïque et républicaine. Si c'est avec Macron qu'il faut le faire, faisons-le. D'accord. Alors justement, on va en parler et je peux comprendre que, effectivement, d'ailleurs vous le racontez dans votre livre, votre déception a été plus qu'amère parce que non seulement vous n'avez pas eu de député, mais on vous a fait comprendre que vous n'en auriez aucun, même avant les élections législatives. Oui. Pratiquement. Hein. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Mais je voudrais juste parler de François Hollande et de la gauche hollandaise, si on peut dire. Comment vous expliquez, au-delà de Mélenchon, comment vous expliquez que cette gauche officielle, cette gauche mitterrandiste, etc., en tout cas, a abandonné complètement ses convictions. Enfin, après tout, on recite Jaurès, c'est intéressant, il faut revenir à un siècle plus tôt, mais non, et plus de 2 siècles. et qu'est-ce qu'il fait? Vous les avez côtoyés, vous les connaissez, etc., moi aussi d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait pour vous, Hamid El Khatmi, qu'il y a eu cette espèce d'abandon quasi total de s'être presque, moi je le dis en tout cas ce sont mes mots, couché devant le réel, je ne sais pas, du libéralisme ou de je ne sais pas, alors qu'il le vomissait oralement du matin au soir. Mais faut-il rappeler à vos auditeurs, mais comme ils ont de la mémoire, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, le candidat Hollande qui monte sur un camion à Florange et qui dit aux ouvriers de Florange qu'il va sauver leur outil de travail. Faut-il rappeler avec quel trémolo dans la voix le même candidat Hollande devant des milliers de partisans explique que son ennemi c'est le monde de la finance. Il n'y a pas eu une politique aussi libérale que celle qui a été menée par François Hollande. Mais comment vous l'expliquez, Hamid Khatmi? On sait effectivement, les auditeurs par l'absence totale de conviction. C'est ça, c'est que de l'opportunisme total. Pas de conviction. On mène une campagne à gauche parce qu'on sait qu'il faut aller rassembler. C'est la stratégie théorisée par Mitterrand. Rassembler la gauche. Donc il faut d'abord rassembler la gauche. Donc on donne des signes on coche des cases. Madame Duflot est contre le nucléaire. On lui lâche des centrales et on dit. On a vu le résultat. Avec le résultat que l'on connaît. On a les communistes, on leur lâche ce qu'ils veulent bien entendre. L'électorat socialiste, on lui lâche et on va se mettre en scène à Florange. Et puis une fois qu'on est élu, le réel vous rattrape. L'absence de conviction se fait assez vite évidente et donc on a le résultat qu'on a obtenu et François Hollande, à mon avis, a tué la gauche de gouvernement pour les 15 prochaines années, voire plus. Oui, en tout cas, il est certain que la gauche du gouvernement n'a pas été réintronisée avec Emmanuel Macron. Je crois que le macroniste le plus convaincu pourrait le dire. Mais alors justement, pour revenir à cela, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous vous êtes dit, revenons à 2022, c'est intéressant, c'est pas si loin que ça. Et vous vous êtes dit, écoutez, voilà, on a perçu, d'ailleurs vous racontez dans votre livre, c'est intéressant, voilà, cher Hamid El Khatmi, c'est très bien ce que vous faites, vous êtes un type très bien et tout ça, bon, le truc classique. Et à un moment donné, vous dites, maintenant écoutez, c'est très bien, voilà, Macron a été élu, très bien, eh bien on va discuter des législatives, et je voudrais savoir vraiment, vous le racontez, mais je voudrais que vous le racontiez avec vos mots, je veux dire, vos paroles. Qu'est-ce que vous avez vraiment ressenti quand vous avez vu que, au fond, ils étaient très heureux d'avoir nos voix, mais après, c'était... Comment vous l'avez senti ? Je l'ai mal vécu parce que évidemment lorsque vous faites de la politique comme j'essaie de la faire, c'est-à-dire avec des convictions, avec ses tripes, moi je porte un combat. Alors on s'est retrouvé face à des gens qui n'ont pas beaucoup de convictions. Quand vous défendez la laïcité, c'est un combat, ça devient quasiment le combat de votre vie parce que vous êtes menacé. Moi j'ai tout un tas de copains qui sont sous protection policière, qui ne peuvent plus sortir de chez eux sans avoir des flics autour d'eux. Vous en connaissez beaucoup?
Mais bien évidemment, je peux en citer plein, y compris des gens qui viennent ici sur Sud Radio. Moi, lorsque j'ai une réunion pour présenter mon livre en province, je dois prévenir la préfecture et je n'ai guère de mal à deviner dans l'assistance les 2 ou 3 policiers en civil qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Donc c'est pas le combat comme ça qu'on mène pendant quelque temps. Vous dire que les gens qui mènent ce combat aujourd'hui risquent leur peau. Mais beaucoup plus que les islamistes. Évidemment qu'ils risquent leur peau. Aujourd'hui, vous êtes avocat, vous défendez un certain nombre de causes, vous risquez votre peau. Vous êtes journaliste, vous défendez la liberté d'expression, vous risquez votre peau. Vous êtes éditorialiste, vous prenez position contre l'islamisme, vous risquez votre peau. Dois-je rappeler que Florence Bergeau-Blaclair, qui a écrit un livre remarquable sur le frérisme, est aujourd'hui sous protection policière. Les journalistes de Charlie Hebdo sont sous protection policière. Des avocats comme Richard Malka sont sous protection policière. Donc nous sommes dans cette démocratie absolument incroyable où des gens qui ne sont ni des criminels, ni les patrons de réseaux mafieux, ni les fugitifs, ni des opposants d'une dictature, sont protégés par la police dans un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme, et où des islamistes peuvent vivre leur vie librement, couper les têtes de professeurs et menacer de mort ceux qui leur déplaisent. Elle est là la vérité de la France de 2024, André Berkoff. Mais alors, justement, par rapport à la politique, comment vous expliquez ce que vous dites, et ce que vous dites est tragique, mais pas faux. Comment vous expliquez cette généralisation à gauche comme à droite de l'impuissance, je ne dis pas à établir ce qu'on appelle la France démocratie, état de droit? Est-ce que ça a été quelque chose qui remonte pour vous, je parle aux politiques, Amin El-Khatmi, aux citoyens, quelque chose qui date d'il y a longtemps, parce que on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on passe la poussière sous le tapis, on se refile la patate chaude et on dit non, circuler, il n'y a rien à voir? Mais parce qu'on a peur, André Berkoff. Je vais vous prendre un exemple. La gestion par le président de la République de l'après 7 octobre, qui est quand même l'exemple parfait ce qui s'est passé à Gaza, de l'inconstance et des revirements constants du président de la République. Après le pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre en Israël, le président de la République est le seul chef d'État au monde, André Berkoff, vous m'entendez? Le seul chef d'État au monde à en appeler à une coalition internationale contre le Hamas semblable à celle qui a été constituée contre Daesh. Même les Israéliens ne sont pas allés aussi loin dans leur demande. Et après avoir dit ça, sentant que ça allait sans doute bouger dans les banlieues, où le soutien à la cause palestinienne est massif, on a l'épisode grotesque de la marche contre l'antisémitisme, où on fait venir un humoriste au palais de l'Élysée, Monsieur Bellatar, qui se sentant sans doute bien reçu et à l'aise, dit au conseiller du président de la République que s'il lui venait à l'idée de venir à cette marche, il y aurait des répercussions dans les banlieues. Et puis face au tollé de cette dérobade, on a l'épisode des bougies de Hanouka, où on laisse l'estimable et respectable Chaim Corsia, ce n'est pas le sujet que sa personne, allumer les bougies, ce qui a dérangé jusqu'au président du CRIF lui-même. Si quelqu'un... qu'est-ce que ça allait avoir d'aller faire une cérémonie religieuse à l'Élysée? Si quelqu'un perçoit la cohérence de tout ça, qu'il se manifeste. Moi, je ne l'ai pas perçu. Et donc, tout ça, c'est le résultat de la peur, parce qu'on n'a pas envie... vous savez, c'est le fameux pas de vague. On ne veut pas que les banlieues bougent, et donc, on est dans la prudence. On va en parler après cette petite pause, et on reprend avec Amin El-Khatmi, cynisme, dérive et trahison. Et avec vous au 0826 300 300, on attend vos réactions au standard sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Amin El-Khatmi, effectivement, vous racontez dans ce livre ce qui s'est passé, donc on en a parlé avec la partie, effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron en 2022, la déception de ne pas être représenté. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Je suis Macron, et je dis aujourd'hui, et vous allez voir que ma question va plus loin, il dit, oui, d'accord, le printemps républicain, oui, ils sont sympathiques, d'accord, gauche laïque, républicaine, très bien, etc., mais comme disait Staline à propos du pape, le pape, combien de divisions. Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, et justement, vous dites, pour ça que je relie à ça, quelque chose de personnel, vous dites, après ça, j'ai eu envie d'abandonner la politique, après ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je ne le pense pas du tout. On va parler de la seconde partie, pourquoi vous ne le pensez pas du tout. Mais franchement, avec ce qui se passe aujourd'hui, entre la NUPES, Mélenchon, avec effectivement toutes les divergences entre le bloc central, entre le Rassemblement national et Reconquête, qui vont faire apparemment, on verra, un bon score aux européennes, et après on verra. Mais est-ce qu'elle n'est pas disparue corps et bien, cette gauche laïque et républicaine? Je ne parle pas seulement du printemps républicain, bien sûr. Je parle en général. Est-ce que franchement, vous ne devriez pas rester dans votre votre conclusion après ce passage en disant, mais écoutez, la politique, il n'y a rien à faire, parce que, ou en tout cas pour le moment, on ne voit pas quel est le champ, étant donné que les choses sont en décomposition complète. C'est une vraie question, et elle est au cœur en réalité des débats qui traversent la gauche. La vérité, c'est que cette gauche-là n'existe plus au sens partisan du terme. Au sens parti politique du terme, vous voulez dire. Oui, on voit le Parti socialiste qui est devenu, etc. Moi, quand j'entends Carole Delga, quand j'entends le maire de Montpellier, Monsieur Delafosse, qui sont de vrais républicains qui défendent la laïcité, je me reconnais dans leur discours. Il y a, vous avez des formations, le Parti radical de gauche et quelques autres, mais il n'y a plus d'incarnation, au sens d'incarnation d'une voix, d'un responsable politique de premier plan qui serait en situation à la prochaine élection présidentielle ou même aux prochaines élections européennes de pouvoir dire, moi j'incarne cette gauche républicaine. Donc je dis que sur le plan strictement partisan, politique du terme, la gauche républicaine est en miettes. Maintenant, est-ce que les électeurs, est-ce que ces millions de Français susceptibles d'adhérer à l'idée que il faut plus de justice sociale, il faut vivre dignement des fruits de son travail, en même temps, il faut de la sécurité, il faut de l'ordre, il faut de l'autorité de l'État, il faut des contrôles, un contrôle plus strict des flux migratoires. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce pays quelques millions d'électeurs susceptibles d'adhérer à ce projet-là? Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'ils sont là. Alors, où sont-ils ? Où sont-ils? C'est la question que je vais vous poser. Ont voté pour Emmanuel Macron, et j'en fais partie. Peut-être d'autres se sont-ils tournés par défaut vers Mélenchon en se disant il n'est pas parfait, il a des positions discutables sur tel ou tel sujet, mais il est le mieux placé à gauche, et donc en dépit de nos désaccords, on va voter pour lui. Sans doute que d'autres sont partis dans l'abstention et ne votent plus, mais est-ce qu'ils ont disparu de la carte du pays? Je ne le crois pas. Moi, j'en rencontre tous les jours. Des gens qui me disent, mais moi, je suis un républicain de gauche. Alors, alors le mot qui revient quasiment à chaque fois, c'est quoi? C'est orphelin. Ils vous disent tous, mais voilà, nous, aujourd'hui, on est orphelins. Alors, on vote par défaut pour l'un, pour l'autre. On regarde quel est le moins mauvais, le moins discutable. Mais ces électeurs, ils sont là. Et donc, moi, c'est ce qui me fait me raccrocher à l'idée qu'il y aura peut-être une suite demain. Alors on verra s'ils ne se sont pas déjà réfugiés en abstention, ce qui est un autre problème aussi, comme vous le savez. On en parle tout de suite après une petite pause, et nous allons évoquer effectivement cette espèce de rupture et qu'est-ce qui se passe, et votre avis sur, d'un côté, le Rassemblement national et Reconquête, et d'un autre côté sur Mélenchon, de façon plus précise. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Amin El-Khatmi aussi, enfin dans tous ses états, un peu mélancolique, un peu nostalgique, mais en même temps plein d'espérance, cynisme, dérive et trahison. Mais enfin, Amin El-Khatmi, franchement, vous appartenez à cette gauche, mais la gauche, il y a une chose quand même, il faut regarder aujourd'hui. Quand on parlait, par exemple, des communistes, le parti de la classe ouvrière, qui faisait encore 25 à 30% il y a 40 ans, 25 à 30%, il est aujourd'hui les chiffres, le parti socialiste, qui tenait les municipalités des grandes villes, le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., etc., il y a encore 10 ans ou 15 ans, regardez où il est aujourd'hui, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que cette gauche triomphante, sous Mitterrand, avec le programme commun, voilà, je fais la gauche, tout quiconque peut flirter avec le capitalisme ne mérite pas l'étiquette de socialiste, etc. On pourra en parler pendant des heures. Eh bien, aujourd'hui, elle est dans cet état et elle est, comme vous disiez vous-même, en lambeaux, et qui fait que quand même une bonne partie de ce qu'on appelait la classe ouvrière vote aujourd'hui Rassemblement National. Et on le sait, alors il y a les abstentions bien sûr, mais ça, personne n'en parle à gauche. Non, on veut pas parler de ça, enterrer, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de réflexion quand même à faire ? Vous avez raison, André Berkov, la gauche s'est coupée elle-même de son propre électorat. Comment ça ? Ouais, elle s'est coupée, la gauche s'est coupée de son électorat, elle a trahi le peuple en disqualifiant les attentes exprimées par les citoyens, par son propre électorat, au prétexte, selon la célèbre formule consacrée, que ça ferait le jeu de l'extrême droite. Des citoyens qui demandent plus d'ordre, plus de police, plus d'autorité de l'État, plus de sécurité. En face, les partis de gauche leur disaient « ça fait le jeu du Rassemblement national ». Et vous êtes des fachos si vous dites ça. Et vous êtes des fachos d'extrême droite et on va vous nazifier parce que le peuple pense mal et que ce qu'il pense est d'extrême droite. Lorsque des gens disaient, je reprends l'expression d'insécurité culturelle, chère à mon ami Laurent Bouvet, le regretté Laurent Bouvet, qui disait « les gens ont peur ». Pour leur mode de vie, pour leur culture, pour leur tradition, notamment face à l'islamisme. On leur disait, vous êtes des fachos, des nazis d'extrême droite. Lorsque les citoyens massivement disent, on veut un meilleur contrôle de l'immigration. Parce que, oui, la France a vocation à accueillir un certain nombre de gens, mais d'abord, elle ne peut pas accueillir tout le monde, et elle doit avoir le droit de choisir qui elle fait entrer et qui elle ne fait pas entrer. On leur disait, vous êtes des fachos d'extrême droite. Et donc, en même temps que ces préoccupations-là étaient disqualifiées au prétexte qu'elles faisaient le jeu de l'extrême droite, la gauche se rétrécissait sur des questions sociétales, sur le wokisme, sur le néo-féminisme, sur l'écriture inclusive. Et je peux vous assurer que moi, les électeurs d'Avignon qui votaient socialistes, communistes, il y a 10 ou 15 ans, lorsqu'ils voient aujourd'hui à quoi ressemblent les partis de gauche, ils n'ont pas envie, ils n'ont plus envie de voter pour eux et ils considèrent qu'ils les ont trahis. Vous rajoutez à ça l'antisémitisme qui hier était combattu et qui aujourd'hui est nourri, où on fait venir Médine, le rappeur antisémite, dans les universités d'été, où on explique que le Hamas est un mouvement de résistance, où on refuse de qualifier de terroristes les exactions du Hamas, où on fait venir Monsieur Corbyn à l'occasion des élections législatives en France, où on explique que Jonathan Arfi, le président du CRIF, est d'extrême droite. Où on continue à faire la drague aux islamistes. On a manifesté avec eux dans les rues de Paris en novembre 2019. À la fin des fins, en faisant cela, la gauche a poussé son propre électorat dans les bras de Marine Le Pen. Oui, c'est intéressant en tout cas, vous pensez qu'ils ont été, ils ont servi presque de marchepied, comme vous le dites dans votre livre, quelque part. Sûr. Esteban, je crois que nous avons Ouais, ça nous appelle depuis le Perpignan. C'est Simon qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur Berkov et Sud Radio bien sûr, ainsi que votre intervenant. On vous écoute Simon.
Voilà, moi j'avais d'abord une petite remarque à faire. C'est une question de sémantique. Quand on parle de remaniement ministériel, gouvernemental, moi j'appelle ça un gouvernement du reniement, qui renie toutes ses convictions, qui renie sa nation, qui renie toute la réalité du terrain et qui n'agit que pour son propre intérêt et à la recherche de portefeuille et de positionnement à titre personnel. Ouais. Voilà, oui, c'est ce que vous pensez, d'accord. Mais pour revenir à notre condition, je comprends, vous n'êtes pas d'ailleurs le seul à le penser, beaucoup d'auditeurs le pensent chez nous, mais par rapport à la discussion que nous avons avec Amin El-Khatmi, et sur la gauche, et sur ce qu'il dit, par exemple, lui qui est de gauche républicaine et laïque, et qui dit, voilà, une certaine gauche a fait le marchepied du Rassemblement national. Vous en pensez quoi, vous, Simon ? Le marchepied du Rassemblement national, il suffit de faire un peu d'histoire et revenir à 1981 avec Monsieur François Mitterrand, qui effectivement a mis à l'époque le Front National sur le devant de la scène pour pouvoir avoir un concurrent non concurrentiel, quoi. Je rappelle juste un mot, Simon. Je rappelais Amin El-Khatmi. Je crois que c'était en 83 ou en 82. C'est François Mitterrand qui a insisté à imposer la présence de Jean-Marie Le Pen dans une très grande émission qui s'appelait L'heure de vérité de François-Henri de Vérieux. Je me rappelle, et on y avait 3 chaînes, donc c'était des millions de spectateurs. Voilà, parenthèse. Je vous écoute. Voilà. Et par rapport à cette histoire-là, le seul qu'on dit qui a pu combattre un peu le Front National, c'est le gouvernement Sarkozy, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est allé sur des thématiques qui étaient identiques à celles du Front National toujours de l'époque, mais sans aller évidemment jusqu'au bout des choses. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui quand on nous parle de loi d'immigration. Voilà, ça n'a que le terme immigration, mais ça n'a rien d'une loi d'immigration. Et quand on voit la gauche effarouchée par rapport à ça, on s'inquiète quand même du peu de réalisme de cette gauche. Donc il y a forcément des questions à se faire, à changer un peu de paradigme, à essayer de s'adapter à la conjoncture actuelle pour trouver les bonnes réponses et pouvoir retrouver de la crédibilité. Si on reste sur un paradigme trop ancien des années 80, ça ne peut plus fonctionner, quoi. Il faut que la gauche se remette en question. Amin El-Khatmi. Une évidence. Le bon sens de votre auditeur est vraiment frappant. Ce qu'il pointe et ce qui est vrai, je l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est le gouffre qui se creuse entre une partie de la gauche parisienne, les directions de parti, une partie du système médiatique et ce qui se dit ou ce qui se pense dans le pays. Je vais vous donner un exemple sur la question de la police. À Paris, dans les cercles militants de gauche et dans une partie de l'espace médiatique, sur la police, qu'est-ce qui se dit ? Violence policière, racisme structurel. La police tue. La police tue. Tout le monde déteste la police. L'ancien élu que je suis, ancien élu socialiste des quartiers populaires d'Avignon, je me souviens que les citoyens que je retrouvais dans les quartiers, et qui étaient à 80 ou 90% venant de familles arabo-musulmanes, des mères voilées, qui me disaient « Amine, quand est-ce que tu nous mets un commissariat là dans le quartier ? Quand est-ce que tu nous fais venir plus de policiers ? Pourquoi est-ce que lorsque on appelle la police, elle ne vient pas ? Parce que nous, on en a marre des racailles. Moi, le matin, lorsque je vais travailler, ou le soir, lorsque je finis tard et que je ne suis pas rentré, je sais que mes petits, parce que je les élève seuls, sont à la maison, j'ai peur qu'ils se prennent une balle perdue à l'occasion d'un règlement de compte. Moi, les rodéos urbains qui m'empêchent de dormir la nuit, l'été, j'en ai ras-le-bol. Moi, les barrages où des dealers me demandent de justifier que je vis bien dans cet immeuble, je n'en peux plus. Et ces habitants-là, ils ne me parlaient jamais de violence policière. Ils ne connaissent pas le comité Adama. Ils ne me disent pas que tout le monde déteste la police. Ils subissent. Ils sont les premières victimes du désordre et de l'insécurité et ils sont les premiers à demander plus d'ordre et plus d'autorité de l'État. Donc ce gouffre entre les discours militants parisiens et ce que vivent les Français dans la réalité des profondeurs du pays est absolument sidérant. On remercie Simon et on accueille Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur El Hatmi. Je vous écoute depuis pas mal de temps, même sur cette chaîne de Paria qui est CNews, et je suis ravi de vous entendre avec André aujourd'hui. Je voudrais dire que je partage beaucoup de choses de votre point de vue, sauf les quelques secondes de votre intervention que vous venez de faire maintenant. Parce que je vous reprocherai là-dessus de trop insister, Monsieur El Hatmi, voilà, sur ces personnes qui réclament tant de police, qui réclament tant de ceci, tant d'ordre et tant... Voilà. Je pense que ce n'est qu'à moitié vrai. Voilà. Vous croyez qu'elles ne sont pas sincères, ces personnes? C'est ça que vous voulez dire? Ah non, je dis pas qu'il n'y en a pas, et ceux qui le disent sont sincères, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant, Monsieur El Hatmi, que ceux que vous voulez bien le dire, malheureusement. Donc, la société est en train de basculer complètement, et vous l'avez dit par vos propos précédents. On est arrivé à un point où les gens ne se parlent plus, ne se regardent plus, ne s'écoutent plus, où les gens se croisent sans se voir, sans se parler. Je trouve que cette société est complètement désaxée, déboussolée. Et il n'y a plus de pilote dans l'avion, on pourrait dire, donc, et depuis des années. Et ça, on le doit, et moi j'en veux même à Sarkozy, à qui j'avais payé depuis l'époque de Sarkozy. Voilà, depuis bien sûr avant. Mais Sarkozy avait les moyens de redresser la barre, comme on dit, de changer les choses, il ne l'a pas fait. Voilà, il a eu cette faiblesse de vouloir, comment dirais-je, écouter ces anciennes grandes figures du Parti Socialiste. Oui. Jean-Paul, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin bien là. Sûr. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Je crois, Amine, c'est intéressant. Alors d'abord, en fait, Jean-Paul fait un peu... son constat à lui, c'est que c'est déjà, non pas que c'est trop tard, mais on est déjà dans une espèce de, est-ce que vous pensez aussi à une espèce de période d'affrontement potentiel quand même qui est déjà très présent? Je perçois les prémices de ce que pourrait devenir un affrontement dans ce pays, mais moi je ne veux pas m'y résoudre. Je reste convaincu qu'on peut encore, si on s'en donne véritablement les moyens, éviter cet affrontement. Parce que parfois, dans le débat public, j'entends certains en parler et j'hésite à savoir s'ils le redoutent ou s'ils l'espèrent. Moi, je ne l'espère pas. Parce que j'aime mon pays et que je n'imagine pas demain que la France puisse être le théâtre d'affrontements, d'une guerre civile, de ratonnade, de gens qui s'armeraient. Mais vous ne le souhaitez pas. Ça veut dire qu'il faut renverser la table, André Berkoff. Ça veut dire que si existe encore une petite fenêtre pour nous permettre d'éviter ça, il faut renverser la table. Donc, les mesurettes qui ont été prises sur les quartiers, les plans de rénovation urbaine où on fait des coups de peinture tous les 15 ans, mais on laisse les mêmes pauvres rester avec les mêmes pauvres. On repeint les barreaux. Tout ça ne servira à rien. Il faut des mesures radicales. J'en avance un certain nombre dans le livre. Oui, on va en parler. Vous en parlez dans ce livre-là. Comment on peut renverser la table si on peut encore le faire après cette petite pause. Oui, après cette petite pause, et on aura encore vos appels au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, toujours avec Amine El Hatmi qui vient nous voir pour son nouveau livre Cynisme, dérive et trahison. Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. C'est publié chez HarperCollins. Et puis nous sommes avec Jean-François qui nous appelle depuis la Drôme, depuis Valence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour André, bonjour tout le monde. Merci de prendre mon appel. Moi, j'ai souhaité vous appeler quand j'ai entendu
distribuer par votre invité des labels de bons républicains. J'en ai marre de la gauche républicaine, de ce arc républicain, et en même temps, quand vous dites que vous voulez éviter qu'il y ait des guerres de tranchées entre différentes France, si vous mettez des gens hors de l'arc républicain, vous les mettez hors de la République, vous les mettez hors de la France, donc forcément vous constituez des guerres de tranchées. Voilà. Bon, moi je trouve que voilà, on est dans l'inconscient. Et puis en même temps, mettre le Rassemblement national au centre de tous les débats, c'est lui. C'est lui ouvrir la porte grande ouverte, quoi. Oui, mais juste Jean-François, de toute façon, pouvez pas ne pas parler du Rassemblement national vu les scores qu'il fait en ce moment. Il s'agit pas de sondage ou etc. De toute façon, l'arc républicain dont vous parlez. Je crois qu'Amine a appelé le mot d'arc républicain. Je l'ai même pas utilisé. Oui, même pas. Ni de front. Je suis étonné par votre intervention. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y avait des bons républicains de gauche. Ouais. Il n'a pas exactement employé ce terme de bons républicains, mais en tout cas, il a dit la gauche qui serait républicaine et l'autre qui ne le serait pas, sous-entendu. Excusez-moi, pardon, mais de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous expliquez juste après que je ne l'ai pas dit. Donc je veux bien que vous... Je veux bien m'expliquer sur les propos que je tiens, mais ne me demandez pas de m'expliquer sur des propos que je tiens pas. Alors là, c'est carrément... écoutez, je préfère que vous réécoutiez ce que vous avez dit, et vous verrez que ce que vous avez dit, vous avez qualifié des gens de gauche, de bons républicains, Vous avez dit des gens qui sont effectivement dans la gauche républicaine. Alors vous n'avez pas fait. Mais la gauche républicaine, c'est une étiquette politique, vous savez. Il y a comme la droite républicaine, il y a la gauche républicaine. Bien sûr, mais réécoutez exactement ce que vous avez dit. Enfin bref, écoutez, si vous contestez les propos que vous avez tenus, vous avez le droit. Mais bon, voilà, bref, c'est un mauvais procès. Mais je crois en tout cas que faire le Rassemblement national, l'alpha et l'oméga du débat politique, c'est dangereux puisque c'est vraiment lui ouvrir la porte. Non, c'était en tout cas. Non, mais je comprends. Je crois qu'il y a eu confusion dans les termes et il y a un malentendu. Ça arrive. Moi, je pense que personne. En tout cas, il s'agit pas de mettre au centre tel ou tel ou tel. Il s'agit de constater les choses et de voir ce qu'on en dit. Et Amine Khatmi le fait à sa manière et c'est tout à fait légitime. Je crois qu'on a Joël. Ouais, on a Joël qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour à André, bonjour à Amine El Khatmi. André, un gros merci pour beaucoup de choses. Merci. Voilà, vraiment, parce que depuis le Covid, vous m'avez réveillé, et pas que vous, il y en a eu d'autres. Mais vraiment. Et un gros merci parce que vous portez toutes les valeurs que je porte aussi, je crois. Voilà. Écoutez, tant bien Joël, alors dites-moi. Et je vous attends pour le dernier verre, j'espère bientôt. J'espère aussi, on en reparlera. Parce que j'adore. Bien, alors maintenant, pour mon intervention à propos de ce que disait Monsieur El Khatmi, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, bien sûr, parce que je vois qu'il est pour un apaisement et que... mais alors, il y a un truc qui me dérange quand même. C'est comment a-t-il pu se faire confiance à Macron, quoi. Ça, c'est une question que je lui ai posée, oui. Oui, c'est ma question envers lui, tout simplement. Parce que même si à l'époque, la première fois où il a été élu, j'étais pas bien réveillé politiquement, je vous garantis que même là, je lui ai pas fait confiance. Et je suis quelqu'un de gauche au départ, d'un parent de gauche, d'un père syndicaliste, mais je ne me reconnais pas parmi ces gens-là du tout. Et puis aujourd'hui, je suis pour la souveraineté de la France. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que disait Monsieur El Khatmi, mais je suis pour la souveraineté. Je me trouve presque gaulliste, voyez-vous, moi qui étais carrément à gauche. Voilà. Et puis tout à l'heure, il a dit que quelqu'un avait dit le peuple ne pense pas. C'est pas lui qui l'a dit, attention. Non, monsieur. Oui. Et pour moi, oui, non, que le peuple
que le peuple pensait mal, pardon. Je pense que le peuple ne pense pas mal. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'avait dit M. El Khatmi. Bien sûr, bien sûr. Le peuple ne pense pas mal. Il pense avec son quotidien. Il pense avec sa facture d'électricité. Il pense avec tout ça. Hein, voilà. Oui, il est pragmatique. Voilà. Et voilà. Et moi, je suis une résistante, mais c'est un peu grâce à vous, Monsieur Berkoff, parce que moi non plus. J'aime la blanquette de veau, mais enfin, la blanquette de veau et les carottes sont cuites. Merci Joël. Merci beaucoup Joël et merci pour vos mots. Vous avez un fan club actif. Très, non, mais parce que voilà, on essaie d'avoir un peu le bon sens. Mais justement, Amin El Khatmi, est-ce que ça ne pose pas le problème? Mais c'est intéressant parce que vous, je vous reconnais en tout cas, vous avez été lucide, sincère. Mais justement, la question que vous posez, Joël, c'est la question on a abordé l'émission avec ça. Mais justement, aujourd'hui, il y a, je disais, on n'est pas dans les décombres, il n'y a pas eu la bombe atomique, etc. Mais dans ce champ, je dirais, de ruine qu'est la politique politicienne, la politique officielle, la politique, vous l'avez dit, ou même la politique des partis, en tout cas, franchement, pour vous, comment faire revivre quelque chose? Parce que on n'en reste jamais, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que pour vous, quel serait, je vais pas demander votre programme, mais quel serait quelque chose d'urgent? Comment on peut retrouver ces valeurs, effectivement, sur lesquelles beaucoup de gens sont d'accord? Ce qui est urgent, c'est d'obtenir des résultats sur les sujets qui inquiètent aujourd'hui les Français. Je veux dire, tant que on n'aura pas à la tête du pays des gens qui prendront à bras le corps la question de la lutte contre l'insécurité. On a aujourd'hui, certains parlent d'ensauvagement, de décivilisation. On a une insécurité qui aujourd'hui se répand partout dans le territoire. Il y a quelques années encore, les territoires périurbains et ruraux étaient relativement épargnés. La France périphérique. La France périphérique, que moi j'appelle la France des sous-préfectures. On n'avait pas des histoires comme cet épouvantable drame de Crépol avec le petit Thomas. Et donc, tant que on n'aura pas des gouvernants qui prendront à bras le corps ces sujets, qui prendront à bras le corps la lutte contre l'islamisme, qui prendront à bras le corps la question du contrôle. Pardon, on a passé des semaines sur une loi immigration qui a donné lieu à un invraisemblable vaudeville pour une loi qui ne changera rien au final. Et on le voit avec le reportage, le témoignage que nous avons eu ce matin d'Éric Tegner dans les îles Canaries, enfin, et un peu partout, quoi. Une loi qui ne changera rien. Je rappelle que sur la question de l'immigration, lorsque Monsieur Macron est arrivé au pouvoir, le taux d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, était de 14%, ce qui n'était déjà pas très glorieux. Il avait promis de les porter à 100%. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui? 6%. À 6%, d'accord? Quel meilleur exemple d'un État impuissant, d'un État incapable d'appliquer ses propres règles, d'un État incapable de faire respecter ses propres lois, qu'un pays qui demande à des gens de quitter le territoire et qui voit ces mêmes personnes ne pas le quitter. Avec tout ce que la machine laxiste a derrière, d'associations, de recours, de juges, d'avocats, etc., etc. Et je suis un démocrate. En démocratie, on a besoin de juges et d'avocats. Mais si vous voulez, un État qui n'est même pas capable de faire appliquer ses règles est un État qui n'a pas d'avenir. Alors voilà, est-ce que cet État est cynique, il a dérivé, ou c'est un État traître? Eh ben, qui trahit, voilà, on verra. Amin El Khatmi, lisez son livre, il y a des réponses. Merci André Berkoff. Cynisme, dérive, trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. C'est disponible en librairie, c'est publié chez HarperCollins. C'en est tout pour aujourd'hui, André Berkoff. On se retrouve demain entre midi et 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.